Donc, comme je vous l'ai dit, donc je vais vous parler brièvement de mon activité au sein du centre de référence. Donc, nous allons nous concentrer donc sur deux axes principaux, à savoir les bilans neuropsychologiques et les ateliers d'éducation thérapeutique, en mettant l'accent sur leurs enjeux et la méthodologie du programme Action. Donc, mon rôle principal au sein du service de neuropédiatrie, aux côtés du docteur Lyon-François, est d'accompagner des enfants âgés de 6 à 12 ans sur le plan neuropsychologique. Donc, on a une forte proportion de ces patients, donc à peu près entre 30 et 70%, qui présentent des troubles des apprentissages. Donc, ce n'est pas systématique, mais on en a quand même plus que dans la population de patients qui ne présentent pas de neurofibromatose de type 1. Donc, on a une forte proportion de patients qui présentent des troubles des apprentissages avec une prévalence notable des troubles attentionnels, donc à peu près 40% des cas. Donc, environ 40% d'enfants ont un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, lors des bilans neuropsychologiques, je réalise essentiellement donc, des tests de QI donc, pour évaluer les capacités cognitives globales et des bilans ah oui, je cache, je me pousse à la... Ouais. Des bilans des fonctions attentionnelles et exécutives voilà, et des évaluations, enfin, des praxis pour repérer d'éventuels troubles moteurs et gestuels. Donc, ces évaluations permettent d'identifier les forces et les faiblesses cognitives de l'enfant. J'élabore ensuite un compte-rendu détaillé qui est essentiel pour guider les stratégies pédagogiques et les interventions thérapeutiques adaptées à chaque cas. En parallèle, je co-anime au Centre Léon Bérard des ateliers d'éducation thérapeutique donc aux côtés du docteur Béatrice de Revier qui vous présentera plus en détail ces ateliers après. Donc, ces ateliers ne sont pas seulement destinés aux enfants présentant une neurofibromatose de type 1, mais aussi à leurs fratries et à leurs parents. Donc, ces ateliers ont pour objectif de soutenir les patients dans la gestion des difficultés psychosociales qu'ils peuvent rencontrer en lien avec la neurofibromatose de type 1. La neurofibromatose de type 1 ne se limite pas à ses manifestations médicales. Elle peut aussi avoir des impacts psychosociaux significatifs. Donc, les symptômes visibles, comme les taches café au lait ou les neurofibromes, peuvent entraîner souvent différentes choses. Une stigmatisation, par exemple, dès l'école primaire, avec des moqueries ou un isolement des enfants. Une anxiété sociale, particulièrement liée à l'apparence, ou encore une perte d'estime de soi qui peut affecter durablement l'épanouissement social et scolaire. Donc, pour répondre à ces difficultés, nous avons mis en place auprès de nos petits patients le programme Action. Donc, ce programme a été développé donc, par le docteur Béatrice de Rosier et il propose des outils concrets pour aider les enfants à mieux vivre avec leurs différences. Le programme Action cible les enfants de 7 à 16 ans et il repose sur plusieurs objectifs. Donc, le premier, comprendre les réactions des autres face à leurs différences visibles, mais également développer des compétences de communication pour gérer la curiosité naturelle, intrusive ou malveillante, ou encore renforcer l'estime de soi et encourager un sentiment d'appartenance. La méthodologie utilisée est à la fois ludique et immersive. Donc, par exemple, un escape game a été conçu pour enseigner aux enfants les compétences sociales nécessaires de manière engageante et motivante. Les parents bénéficient également d'un atelier qui leur est dédié, car leur soutien est indispensable pour accompagner les progrès de leur enfant. Enfin, il est à noter que, je dis souvent en consultation, mais l'utilité du programme dépasse les questions d'apparence ou de la neurofibromatose de type 1. Les techniques enseignées, comme la gestion des interactions sociales et le renforcement de l'estime de soi, peuvent s'appliquer à de nombreuses situations. Ce programme pourrait donc être proposé à tous les enfants, même ceux qui ne sont pas concernés par la NF1, car il aide à prévenir et à réagir face au harcèlement scolaire.
Donc, dans un contexte où le harcèlement scolaire est de plus en plus présent à l'école, ce programme est une aide précieuse pour protéger les enfants et favoriser un climat scolaire respectueux et bienveillant. Donc, depuis le lancement du programme en mars 2023, 23 enfants et leurs familles ont participé aux ateliers. Donc, les retours sont unanimement positifs, avec 100% de satisfaction exprimée dans le questionnaire. Donc, ces résultats témoignent de l'impact positif de cette approche sur la qualité de vie des enfants. Donc, je vais à présent céder la parole au docteur de Revier qui vous présentera en détail les mécanismes et les résultats du programme Action. Je vous remercie pour votre attention et je reste bien entendu disponible à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Merci Émilie. Alors surtout n'hésitez pas à poser des questions si vous avez si vous voulez intervenir. Alors Émilie va me mettre mon PowerPoint en place. Okay. Du coup, partager. Oui, alors les questions, vous pouvez les poser dans la boîte d'échange, de messagerie. Donc surtout, n'hésitez pas. Est-ce qu'on voit le PowerPoint? Alors, je ne pense pas. Ouais. Je n'ai pas mis le beau. Ah, ouais. Bah si, visiblement, on nous voit, Émilie. Oui, on va se décaler, je vais me mettre sur le côté. Hop, ouais, je vais prendre les places. Alors, merci. Je suis très heureuse de vous présenter le programme Action. Donc, on anime depuis 1 an avec Émilie et ça fait un peu plus ça fait plus d'1 an. Enfin, moi, ça fait 10 ans que je travaille sur ce thème. Et voilà. Alors, je ne vais pas reprendre les objectifs du programme, juste vous dire que ce programme est vraiment centré sur, je vais essayer de me placer, pas vous gêner, et ce programme est centré sur la compréhension un peu de ce qui se passe quand on a une différence visible, la communication qui peut être adaptée et la sécurisation de cette communication, parce que ça c'est très important. Et puis moi, mon thème de prédilection qui est l'anxiété sociale de l'apparence, parce que je pense que c'est important qu'on commence par un petit peu des données un peu théoriques, pour savoir un peu sur quoi s'appuie ce programme. Alors, déjà, premièrement, je vais peut-être me mettre de l'autre côté, excusez-moi. Voilà. Je pense que c'est important de savoir ce qu'on entend par, oui, c'est pas mieux, différence visible. Alors, la différence visible, c'est tout ce qui caractérise, c'est toute condition qui va modifier l'apparence d'un individu, qu'elle soit dissimulable ou non par les vêtements. Ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Il n'y a pas que les différences visibles de la face qui nous intéressent. Elles peuvent être d'origine acquise ou congénitale, comme dans la neurofibromatose. Et puis, c'est important de le savoir, la population, c'est pas si rare que ça, puisque une enquête en Angleterre a montré que 18% de la population s'identifie comme ayant une différence visible. Donc c'est vraiment une question importante à laquelle il nous semblait important de répondre. Le ressenti face à la différence visible, eh bien, au contact des patients, au contact des familles, au contact des gens concernés, on identifie qu'il y a 3 états. Il y a les personnes, et Dieu merci, la grande majorité en sont à ce stade-là, le stade de l'intégration, c'est-à-dire que leur différence visible fait partie, ils ont intégré leur différence visible et ils vivent en harmonie et sereinement avec. Il y a un autre état qui est la vulnérabilité, c'est-à-dire qu'en fait, ils vivent une vie tout à fait normale, mais on sent bien que c'est leur talon d'Achille et ça nécessite chez eux un besoin, de réagir et de s'adapter, ça leur demande des efforts. Et puis le dernier stade qui est l'envahissement, et là on parle de détresse liée à l'apparence, où là, la différence visible peut envahir toute leur vie, et ça c'est vraiment important de le diagnostiquer, et les professionnels doivent être en mesure de savoir lorsqu'ils sont face à des patients qui souffrent de cette détresse liée à l'apparence, pour pouvoir les orienter correctement. Il faut savoir que c'est un véritable continuum de ressenti. On ne rentre pas une bonne fois pour toutes dans une case pour ne plus en sortir au cours de sa vie. Ça, c'est important de le savoir et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut bouger d'un état à l'autre. Ça dépend de ses expériences de vie, de ses rencontres et de beaucoup de facteurs.
Et puis, bien sûr, seule la personne affectée est en capacité de se situer. Et ce que je trouve d'intéressant, c'est que rien n'est figé, et c'est pour ça que ce programme a tout son intérêt et toute sa nécessité. On constate que les facteurs physiques de la différence visible ne sont pas les facteurs qui vont nous permettre d'identifier quels sont les patients qui seront à risque de développer une détresse liée à l'apparence. Et ça n'est ni l'âge, ni le sexe, ni la visibilité, ni la gravité de la condition qui va générer cette détresse de l'apparence. Alors, qu'est-ce que c'est que la détresse de l'apparence? Je crois que c'est important qu'on se pose un petit peu sur cette notion. Finalement, elle résulte entre un écart entre l'image idéale qu'on peut avoir de la réalité enfin, l'image idéale et la réalité de celle-ci. Elle comprend des préoccupations sur l'image corporelle, la faible estime de soi, les difficultés sociales, et elle engendre des émotions négatives, des pensées qui sont inadaptées et l'évitement des interactions. Et elle va induire ce qu'on appelle une anxiété sociale liée à l'apparence. Alors, qu'est-ce que l'anxiété sociale liée à l'apparence? C'est finalement une préoccupation envahissante et anxiogène qui va concerner sa différence visible, les situations dans lesquelles elle pourrait être évaluée négativement par les autres et la façon dont les autres la voient. Et on sait, et on a identifié dans plusieurs études, que les individus qui voient et qui évaluent négativement leur corps ont tendance à prêter une attention beaucoup plus importante à la façon dont les autres le voient. Donc ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience. Les mécanismes, eh bien, en fait, c'est important de comprendre les mécanismes. C'est à partir de ces mécanismes que les ateliers ont été créés. Et donc, pour savoir, je vais essayer de vous expliquer le cercle vicieux dans lequel la personne se retrouve embarquée. Euh, Bien évidemment, l'enfant ne naît pas avec la conscience de sa différence corporelle, il va l'acquérir par ses expériences de vie et par des mécanismes d'apprentissage. Et l'enfant peut vivre par sa différence visible, mais pas forcément. Et ça, c'est ce qui explique les différences qu'on constate entre les différents profils. Des expériences qui peuvent être douloureuses, des expériences qui constituent, avec le temps, son histoire personnelle et donc son histoire d'apprentissage et familiale. Ces expériences douloureuses sont une forme d'apprentissage. Alors le problème, c'est que les réactions émotionnelles douloureuses amènent des comportements de compensation. C'est ce qu'on identifie dans les thérapies comportementales et cognitives, qui vont être de nature l'évitement, le repli sur soi, le déni ou l'agressivité parfois. Ça, c'est une autre forme d'apprentissage. Le problème, c'est que à court terme, ça soulage, mais à long terme, ça augmente l'anxiété sociale de l'apparence. Donc, l'objectif va être de savoir comment est-ce qu'on va faire pour casser ce cercle vicieux. Et c'est vraiment l'objectif qu'on a pour ces ateliers. Alors, on a en thérapie comportementale et cognitive une notion importante dans l'anxiété sociale. On sait qu'on utilise l'exposition et que l'exposition va faire diminuer cette anxiété. Et on a, dans le cadre de la différence visible, une intervention très intéressante de James Patridge, qui est un monsieur qui a subi un accident de voiture et qui s'est retrouvé brûlé au niveau de la face et qui est le premier à avoir identifié les mécanismes en jeu. Il a compris, il a changé finalement l'angle de vue. Avant, on se disait, en fait, si j'améliore mon apparence, alors je me sociabiliserai plus facilement. Et lui a dit, en fait, non. Si je me sociabilise avec succès et plus souvent, alors je me sentirai mieux vis-à-vis de mon apparence. Et c'est vraiment le principe de l'exposition. Donc l'exposition est vraiment la clé du changement. Mais dans la différence visible, on a un élément qu'on n'a pas dans une anxiété sociale classique qui est, eh bien, en fait, ce fameux regard de l'autre, la curiosité de l'autre. Comment va-t-il réagir? Et donc, ça, c'est un élément qu'on doit prendre en considération et c'est un paramètre qu'on ne peut pas contrôler et sur lequel il va falloir travailler. Et vraiment, tous ces ateliers, cet atelier est axé sur cet axe-là, de donner aux enfants la capacité de savoir réagir face à la curiosité de l'autre. Alors, la curiosité, c'est, vous l'aurez compris, le fameux regard de l'autre. Moi, j'ai tendance à dire le regard de l'autre, c'est une notion trop abstraite. En revanche, si on parle de curiosité, là, on est face à une notion qu'on comprend mieux et pour laquelle on se dit, là, j'ai un moyen de travailler. Et j'ai identifié qu'il y avait trois types de curiosité, une curiosité naturelle, une curiosité intrusive et une curiosité malveillante.
L'important étant, finalement, face à chaque type de curiosité, on va avoir une adaptation. Il va falloir être capable de s'adapter. Face à une curiosité naturelle, je dois apprendre à la guider. Et là, j'utiliserai la stratégie expliquer, rassurer, distraire. Face à une curiosité intrusive, pardon, je vais utiliser, il va falloir que j'apprenne à la contenir. Et donc là, j'explique, je rassure et je stoppe. Et une curiosité malveillante, là, c'est pas la peine d'expliquer et on passera à des stratégies différentes. Voilà un petit peu le contenu théorique de ces programmes actions. Alors, le programme action, c'est finalement un programme d'habileté sociale spécifique. Voilà, alors je suis juste devant mon écran. Ouais, plutôt de l'autre côté, je vais me mettre. Excusez-moi, c'est très désagréable de me voir. Non, c'est pas mieux. Un peu plus là. Ouais. Alors, donc ces ateliers, actions, sont des ateliers d'habileté sociale spécifiques qui sont ludiques. C'est très important parce que c'est un sujet sur lequel il faut être très ludique et il faut que ce soit léger. L'idée n'étant pas que les enfants, à la fin de l'atelier, aient le sentiment d'avoir une différence visible, mais apprennent des stratégies pour justement faire face aux différents types de curiosités. On a utilisé un escape game avec 5 clés à trouver, 5 portes à franchir, avec 5 compétences à maîtriser. On travaille avec des groupes de 4-6 enfants qui sont atteints de neurofibromatose et un atelier pour les parents, pardon. Les parents, c'est essentiel qu'ils soient présents dans ce programme. Ils ont vraiment, c'est les premiers, à voilà, à protéger l'enfant, enfin, à guider l'enfant sur cette communication face à cette différence visible. Oui, on n'y arrivera pas, je serai toujours devant l'écran. Ah bon, ça va mieux. Alors, et l'objectif va être donc l'instauration d'une communication adaptée face à la curiosité. Et c'est vraiment l'objectif qu'on va essayer de poursuivre dans ces ateliers. Alors, chaque clé, en fait, à trouver représente des défis que l'enfant va mener par équipe et va lui permettre de franchir des portes et chaque porte représente une compétence à maîtriser. Alors la porte 1, ça va être bien sûr de comprendre l'importance de la diversité pour notre monde. Voilà. La porte 2, on va travailler sur les émotions et puis le langage facial qui est important. La porte 3, on va travailler sur les comportements, comprendre ce qu'est un comportement affirmé. Voilà. La porte 4, on va être capable d'identifier le type de curiosité, les 3 types de curiosité auxquels on peut être confronté. Et enfin, la porte 5, qui est la plus importante et sur laquelle on passe le plus de temps, sera la porte sur comment je fais face à chacune de ces curiosités. Alors, donc, voilà, là, je résume à peu près chaque porte avec les clés qu'il va falloir trouver. Et à la fin de l'atelier, on va remettre un livret de compétences à chaque famille sur lequel il va pouvoir se référer parce que, évidemment, on a un atelier, une après-midi, on a bien conscience que toutes les notions ne peuvent être assimilées et donc ça permet aux familles de l'expérimenter et on revoit les enfants un an après pour faire un débriefing. Voilà. Alors, on va vous soumettre les premières évaluations de notre programme Action. Le nombre de programmes, si on a animé 6 programmes avec un bilan pré-programme qu'on a fait en distanciel, 2 ateliers pour les enfants, avec en particulier le dernier atelier sur comment je fais face, et un atelier pour les parents. La moyenne d'âge des enfants qu'on a accueillis est de 11 ans, avec des extrêmes qui vont de 8 à 15 ans. Le nombre d'enfants, on a eu 23 enfants et à la fin de l'après-midi, on sera à 28. Le sexe, on a 15 garçons pour cette fille. La moyenne d'âge, c'est 11 ans, avec, ça je l'ai déjà dit, de 8 à 15 ans, pardon. Et le nombre de parents, on a 24 parents parce qu'on a eu la joie d'accueillir un couple qui se sentait vraiment concerné et qui est donc venu. Voilà. Donc, ça, c'est les résultats sur 9 mois. Alors, le programme, je pense que ceux qui en parlent le mieux, c'est les enfants. Sur cette diapositive, vous avez un peu tous les commentaires. J'adore, j'aimerais bien refaire. C'était très drôle.
Surtout, alors excusez-moi, j'arrive pas à lire. Cela va m'aider tous les jours, ça va m'aider dans la cour de récréation, j'ai tout aimé. Enfin, je vous laisse découvrir un peu tous les commentaires des enfants en fin d'évaluation, qui, à mon avis, c'est quand même le meilleur retour qu'on puisse avoir. Alors, pour être un peu plus comment dire, être plus sur des chiffres. Là, on a fait une évaluation avant l'atelier. Vous vous rendez compte, alors c'est les 5 compétences qu'on a travaillées. On s'aperçoit qu'au début, on a du rouge quand même, assez haut, non acquis, et que à la fin de l'atelier, en fait, le verbe dans maîtriser a pris le dessus, et c'est vraiment très encourageant et enthousiasmant, même, je dirais. On n'est pas surpris que sur la maîtrise des stratégies, on ait un verre un petit peu timide, parce que c'est évident qu'à la fin de l'atelier, c'est quelque chose qui se pratique, qui se répète pour que on puisse avoir une ascension du verre sur cet atelier, ce 5e atelier qui est faire face. Mais je pense que comme on n'a pas encore les ateliers à 1 an, c'est quelque chose qu'on pourra estimer à ce moment-là, évaluer à ce moment-là. Je tenais également à vous partager le retour des parents. C'est pareil, les parents nous ont dit, globalement, quand on leur a posé le questionnaire de satisfaction en fin d'atelier, on a eu que des oui, donc 100% de positifs. Et je vous laisse quelques commentaires sur les questions ouvertes qu'on leur avait posées sur comment avez-vous trouvé cet atelier. Je vous laisse les lire. Voilà. J'aime les mises en situation et comment faire face, support ludique, support théorique et en lien avec les enfants. Voilà, donc ça c'est aussi, je trouve, des commentaires des parents très encourageants. Enfin, en conclusion, c'est par la compréhension et la mise en œuvre de tous ces éléments qui permettront l'instauration d'une transmission d'un sentiment de normalité. Ça, c'est vraiment important et c'est quelque chose auquel je tiens énormément, de sécurité et d'autonomie si important pour la construction des enfants, pour la construction de tout enfant, qu'il ait une neurofibromatose ou pas, une image corporelle saine et objective. Et je pense que c'est ainsi qu'il pourra devenir un adulte libre et heureux. Voilà, je vous remercie infiniment de votre écoute et maintenant, on est prêt à répondre à vos questions. Bon, c'est notre premier webinaire, donc vous comprendrez qu'on... Alors, on va ouvrir le chat en direct pour pouvoir dialoguer avec vous. Je vais juste vérifier si vous pouvez. Est-ce qu'il y a une. Alors, on va arrêter le partage ici et nous allons pouvoir récupérer vos questions. Alors, je ne sais pas si les questions peuvent être posées en direct en vocal. C'est dans les QR. Vous voyez en bas de votre barre, il y a une barre avec partager, etc. Et il y a marqué questions-réponses. Combien de temps durent les ateliers Émilie, peut-être. Alors, les ateliers durent donc 4 heures. Et les enfants viennent sur un mercredi après-midi et 4 heures à peu près. En fait, on fait 2 heures avec les enfants et puis après, on fait une pause goûter et on a l'atelier avec les parents. Voilà. Parce qu'on a conscience que c'est vrai que la problématique des maladies rares, c'est que la répartition sur le territoire est très étendue et qu'on ne peut pas vous demander de venir à plusieurs ateliers d'affilée. Voilà. Donc, on a tout mis sur un mercredi après-midi. Éventuellement, on peut essayer de s'organiser pour mettre en place des consultations avec le docteur Amini le matin, de sorte à ce que les patients puissent bloquer un mercredi et puis sans avoir à revenir plusieurs fois. Alors, il y a une autre question. Faut-il s'inquiéter en tant que parent si mon enfant ne parle pas de cette différence? Non, je ne crois pas. Je pense que les parents sentent bien. Alors, je pense que c'est un sujet qu'il ne faut pas éviter quand les enfants l'abordent.
c'est important. Mais je pense que vous, les parents, vous êtes quand même dans ce domaine-là et c'est très important. Les premiers spécialistes de vos enfants, vous le connaissez bien, donc vous savez, vous le sentez. Mais je pense que la difficulté, c'est on est toujours entre ni trop ni trop peu. Il ne faut pas que l'enfant voit la vie au travers de sa neurofibromatose, mais inversement, quand il a besoin d'aide, il faut qu'on puisse répondre présent. Et donc, tout l'intérêt de ces ateliers, c'est qu'on ne centre pas sur la neurofibromatose, mais on passe par des petits personnages transitionnels et ça lui permet d'acquérir les stratégies. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, il y a une question sur est-ce qu'on peut déplacer le... Bonjour, est-ce que les ateliers pourraient circuler et se déplacer dans d'autres CHU? Nous habitons dans le Cantal. Non, je ne pense pas. Non, c'est pour ça justement qu'on a mis les ateliers sur un mercredi pour, effectivement, ça fait un peu de route. N'hésitez pas éventuellement à mettre d'autres consultations sur Lyon. Quand vous venez, vous avez votre suivi sur Lyon, on peut s'arranger pour que l'atelier ait lieu en même temps que la consultation avec le docteur Amini. Mais on n'a pas encore de convention avec d'autres CHU. Donc non, on reste sur Lyon. Alors effectivement, on est comme Lyon est un centre constitutif de la NF1. Il s'agit en fait, ces ateliers rentrent dans le cadre d'un projet et ce projet a été proposé à la filière de maladies rares, FIMARAD. Et en fait, ce projet a été établi dans le cadre de notre centre de référence. Ce projet ne peut être réalisé que sur Lyon. Et effectivement, pour faciliter la venue sur Lyon de personnes qui habitent loin, on a fait en sorte que les consultations de NF1 pour les patients qui vont, les jeunes enfants qui vont avoir leur atelier l'après-midi, eh bien là, il y a la consultation de suivi annuel avec moi le matin. Alors pour les enfants qui sont suivis par les docteurs des centres de Clermont-Ferrand, de Annecy, de Saint-Étienne, de tout autre endroit, hélas, il va falloir faire le déplacement si vous souhaitez participer à ceci. Pour le moment, on n'a pas mis en place une forme hybride. Ça a été essayé. Je, je, Ça avait été réfléchi de oui, faire mais quelque alors chose en visio, mais je crois qu'on est vraiment sur de la relation sociale et si on met un écran entre l'enfant et nous, je crois on a des grands risques de passer à côté. Alors on a essayé de mettre au maximum, c'est vrai que le bilan qui nous permet de prendre contact avec l'enfant, moi je passe à peu près 1 heure avec les familles en visio, ça me pose aucun problème. En revanche, leur transmettre des compétences de relations sociales, ça me paraît, on ne peut pas faire l'économie des mises en situation qui se passent au sein de l'atelier et d'une relation réelle. Je crois que c'est important. Donc on ne peut pas tout faire en visio dans ce domaine-là, en tous les cas, pour moi. Alors, il y a une question sur est-ce que les ateliers sont payants? non. Non, Enfin, non, ils ne sont pas payants. les ateliers Alors, sont intégralement pris en charge par le centre de référence. Ils Par- font partie des soins, enfin, proposés aux patients. alors je voulais juste revenir sur la question encore d'avant. Je pense que ce serait intéressant, les personnes qui ne dépendent pas de ce centre de référence, d'en référer à vos centres de référence pour pouvoir mettre en place ce programme. Ça, c'est quelque chose qui est en revanche totalement envisageable. Voilà, mais c'est au centre de référence et de compétences de se manifester et auprès du docteur Amini. Voilà. Alors, on fait un petit ping-pong. Les ateliers ne sont pas payants, mais nous avons convenu de faire participer les enfants à ces ateliers. Parfois, les enfants sont handicapés. Il nous est posé la question s'il y a des bons transports qui sont donnés pour les enfants quand ils viennent pour ces ateliers. La réponse est non. Il ne s'agit pas de consultation médicale. Il n'y a pas de bons transports, surtout pour des trajets très lointains. Donc, par contre, pour les consultations du matin, les enfants viennent et si l'état médical le justifie pour le bon transport, eh bien, ça fait partie du packaging. Alors, on nous pose une question de bien loin, de Côte d'Ivoire. On aimerait participer à une de vos activités. Eh bien, si vous êtes en France, vous êtes les bienvenus. Une autre question sur mon enfant est très introverti avec des difficultés pour s'exprimer. Pensez-vous que sa participation pourrait être possible?
Bah, moi, j'en suis convaincue, sinon je passerai pas autant de temps à animer ces ateliers et j'y croirais pas. Je pense que on a vu en effet au cours de ces ateliers, ce qui est aussi très intéressant, c'était des ateliers collectifs et que bah, les enfants échangent entre eux, même si on les confronte pas à leurs différences visibles au sein de l'atelier, parce que c'est pas l'objectif, bah, ils s'échangent, nous, ce qu'on aime appeler des trucs et astuces. Et là, c'est vraiment enrichissant. Et le fait aussi, il y avait un petit commentaire d'un des enfants qui disait, eh bien, grâce à ces ateliers, j'ai vu que j'étais pas tout seul à avoir une neurofibromatose. Et ça, c'était intéressant. Donc, en fait, ces ateliers, certes, ils ont un objectif précis qu'on a bien cadré, mais ils s'ouvrent à plein d'éléments et ils sont très riches. Voilà. Merci. Il nous est posé une autre question. Est-ce nécessaire de faire l'atelier si l'enfant refuse de parler de sa différence? Alors, faire l'atelier, on peut jamais forcer un enfant, et je crois que c'est pas bon. Il faut garder dans le coin de la tête pour les parents l'existence de ces ateliers. Bon, on ne peut pas l'amener de force et il le fera pas, voilà, c'est évident. En revanche, c'est vrai qu'on a certains enfants très introvertis qui, au cours de l'atelier, eh ben, se disent, ah, ben, en fait, ça pourrait me servir dans telle situation que j'ai rencontrée. Et petit à petit, ils adhèrent. Alors, parfois, ils arrivent un petit peu fermés, mais comme c'est complètement ludique, pas du tout scolaire, et voilà, on passe une après-midi à jouer. Et c'est pour ça aussi que le bilan pré-atelier est important, parce que du coup, je fais la connaissance des enfants, on discute, et voilà. Mais alors, on peut jamais, je pense qu'il faut pas forcer, il faut attendre que l'enfant soit quand même. Après, je pense qu'il faut vraiment, ces ateliers sont extrêmement ludiques. Je vais participer à l'un d'entre eux qui va s'animer juste après ce webinar. Je pense que le caractère ludique de ne pas parler de l'ANF1, mais d'un jeu, est extrêmement intéressant pour un enfant pour ne pas devoir, en fait, de faire du symbolisme. Et je pense que pour le coup, ça vaudrait, enfin, si l'enfant n'est pas opposé à l'idée de voir d'autres enfants qui ont la NF1, de lui indiquer, bah, ces ateliers, c'est comme un jeu, c'est un escape game. On essaie d'aider en l'occurrence, je crois que c'est un petit extraterrestre qui arrive en, Alors, le principe, c'est en fait un petit extraterrestre qui arrive sur la Terre et qui doit rencontrer ben, Elliot et Esther, un garçon et une petite fille. Et en fait, Esther et Elliot, et puis tous les enfants de l'atelier, vont aider ce petit extraterrestre à rentrer en communication avec les humains de la meilleure façon qu'il soit. Et justement, à apprendre à gérer la curiosité dont il peut faire l'objet. Ben, parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est la curiosité naturelle. En revanche, la curiosité intrusive, il faut savoir la stopper, et la curiosité malveillante, là, il faut savoir la contrer. Et il y a quelques techniques de base qui sont importantes à connaître et qui aident énormément. Et en fait, cet atelier, je ne l'anime pas qu'avec des enfants atteints, mais je l'anime aussi dans les cadres de cours sur l'empathie dans les écoles. Voilà. Alors, on nous pose encore une autre question. Peut-on imaginer que votre atelier puisse être déployé dans d'autres centres de compétences si les équipes sont partantes, bien entendu? Avec plaisir. Très bien. Ma fille a 14 ans et atteinte de NF1. Depuis plusieurs mois, elle a constamment mal à la tête. Alors ça, c'est une question d'ordre médical qui n'a rien à voir avec l'atelier. Mais effectivement, dans la NF1, il peut y avoir des maux de tête. C'est-à-dire les patients porteurs de NF1 sont plus migraineux, mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Encore une autre question. C'est un atelier en une fois où il faut compter plusieurs mercredis. Alors, Donc, c'est un Émilie. atelier en une fois. Du coup, donc il y a toujours un bilan qui est fait au préalable de l'atelier, généralement par Béatrice, donc qui prend contact avec les familles, avec le patient. Donc ça, tout se fait par visio. Donc un entretien voilà, qu'on fait en visioconférence. Et ensuite, vous venez sur un mercredi, pendant un mercredi après-midi, et ensuite, voilà, l'atelier se termine avec par contre ensuite une évaluation un an après qui sera En fait, un an après, on revoit les enfants pour faire un débriefing, savoir un peu ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont vécu. Et puis, nous, ça nous permet aussi de voir si bah, les stratégies ont été acquises
ou pas. Sachant que ces stratégies, elles viennent pas de n'importe où. En fait, elles ont été développées dans les pays anglo-saxons et elles sont mises en pratique, en particulier par l'association Changing Faces. Alors pas toutes, hein, il y en a un certain nombre où j'ai fait une synthèse de beaucoup de choses, mais on est tout à fait certain de leur validité et de leur utilité. Alors, on nous pose une autre question sur les enfants NF1 peuvent avoir des comportements différents, visibles, mais pas compris de l'autre. Ceci peut entraîner aussi un mal-être. Cela pourrait-il entrer dans le périmètre de ces ateliers, même si ce n'est pas une différence visible physique? Complètement, complètement. Et justement, dans une des portes que les enfants doivent franchir dans l'escape game, on a cette partie où on apprend aux enfants à identifier différents types de comportements et leurs propres comportements. Et donc ça, c'est assez intéressant. Alors bien sûr, on a été obligé de se limiter. Moi, j'aimerais faire 25 ateliers, mais c'est pas possible. Donc, on a été obligé de centrer quand même sur des points importants, mais cette notion-là est importante et on la travaille. Et puis, on donne aussi un livret de compétences à la fin, très ludique et très accessible, pour que les parents puissent aussi, à la maison, bah, continuer à s'inspirer. Du coup, on nous pose la question, les livrets de compétences sont-ils accessibles? Bah, écoutez, pour le moment, ils le sont au travers des ateliers. Voilà. Alors, être pas tout seul, c'est aussi ce qu'on retrouve avec le projet Rima Bell de Vraiment l'association belle. ANR, France Association NF1, qui s'appelle OSE. Des rencontres week-end permettent aux enfants et familles de se rencontrer, de se retrouver une fois par an en moyenne. Ne pas hésiter à regarder sur Internet les coordonnées du délégué local dans chaque département. Votre action est super intéressante. Merci. Merci, mesdames. Merci. Pour un étayage professionnel autour de ces questions. Merci de votre Alors, remarque. il est vrai que j'ai animé ces ateliers dans des rencontres de famille, voilà, pour justement sensibiliser et accompagner ben, les enfants, les parents et les fratries. C'est important, les fratries. Et ils sont aussi concernés. Et une dernière question. Merci beaucoup pour ces questions qui animent aussi évidemment ce webinaire. Jusqu'à quel âge acceptez-vous les enfants? 16 ans. Ouais. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que la forme de l'escape game, alors bien sûr, on l'anime pas de la même façon avec un enfant qui a 8 ans qu'un enfant qui a 14, 15 ans, mais on a eu des séances particulièrement intéressantes avec, avec des 14 ans et des garçons, où vraiment ça a été extrêmement riche et où ils étaient extrêmement demandeurs. Voilà, parce qu'on sait que la période de l'adolescence est compliquée. Et alors 16 ans et demi, ça passerait? Ah bah, bien sûr, c'est pas ça. Bien évidemment. Parfait. Euh, Très bien. Nous avons recruté un jeune homme, un jeune garçon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et moi, je voulais remercier le centre de référence qui nous a donné la possibilité voilà, de monter ces ateliers. Et c'est un vrai bonheur de travailler avec cette équipe et la motivation voilà, sur un sujet qui n'était pas tellement développé avant. Voilà. Merci, mesdames. Pour conclure, vous pouvez vous référer sur le site de référence de la NF1 qui est logé dans le site du Centre Lombarard. Il vous suffit de marquer NF1 Lyon et vous tombez sur ce site. Il y a une adresse mail dédiée à ces ETP que on va vous communiquer. Cette adresse mail peut être le sujet d'échange. Cette adresse mail est visitée par moi-même. Émilie et Béatrice, si vous avez des questions, si vous souhaitez faire participer vos enfants à ces ateliers, n'hésitez pas. Nous sommes en train de travailler sur des ateliers adultes, mais nous vous en parlerons plus tard. Merci beaucoup. Merci Au bien. revoir. Au revoir.